Et si le problème n'était pas le monde, mais la manière dont nous le pensons? Et si notre logique, nos mots, nos certitudes les plus profondes n'étaient que des outils imparfaits, incapables de saisir la réalité telle qu'elle est vraiment? La science-fiction adore imaginer des futurs, des technologies, des empires et des civilisations extraterrestres. Mais certains auteurs vont plus loin. Ils ne se demandent pas ce que sera demain, mais comment nous pensons aujourd'hui. Alfred Elton von Vogt est l'un de ces auteurs-là. Pendant l'âge d'or de la science-fiction, alors que le genre célèbre la raison, la science et le progrès, von Vogt introduit le doute. Le doute sur l'identité, sur la perception et sur la logique elle-même. Chez lui, les personnages ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Les certitudes se fissurent, le réel glisse et le lecteur perd pied. Cette sensation d'étrangeté, ce trouble persistant, cette impression que quelque chose cloche sans jamais pouvoir dire quoi, deviendra plus tard familière. On la retrouvera chez d'autres auteurs plus célèbres et parfois plus accessibles. Mais bien souvent, elle commence ici. Pourtant, von Vogt reste un nom à part. Un auteur majeur mais discret, central mais rarement mis en avant. Un écrivain qui n'a jamais vraiment cherché à séduire ni à rassurer. Pour comprendre pourquoi son œuvre est si déroutante, il ne suffit pas de parler de ses idées. Il faut parler de l'homme, de son parcours, de son époque. Car chez von Vogt, la vie et l'œuvre avancent ensemble, dans une même remise en question permanente du réel. Alors remontons le fil, avant les grandes revues, avant les débats philosophiques, avant les héritiers, revenons à l'origine. Hello Nixonautes, bienvenue sur ma chaîne pour ce Nixplorer dédié à un auteur qui a profondément bousculé la manière dont la science-fiction pense le réel, A.E. von Vogt. Alfred Vogt, le Elton et le Van viendront bien plus tard, lors de sa naturalisation américaine, naît le 26 avril 1912 au Canada, sur la ferme de ses grands-parents à Édimbourg, au Manitoba. Une communauté ménonite minuscule, aujourd'hui disparue, à l'est de Gretna, au cœur de la Mennonite West Reserve. Il est le troisième de 6 enfants dans une famille issue de l'immigration, marquée par le déplacement, l'adaptation et une identité culturelle fragmentée. Jusqu'à l'âge de 4 ans, Alfred ne parle qu'une seule langue à la maison, le Ploiditch, un dialecte bas-allemand ménonite. L'anglais viendra plus tard, comme une langue apprise, presque étrangère. Un détail en apparence anodin, mais qui éclaire déjà son rapport futur au langage et à la pensée. Son enfance est tout sauf stable. Son père, avocat de formation, puis employé par une compagnie maritime, déplace sans cesse la famille à travers les prairies canadiennes. Les villes, les écoles et les repères changent continuellement. Von Vogt vivra ces années comme une errance forcée, une succession de refuges provisoires aussitôt perdus. Plus tard, il résumera cette période avec une image frappante. « Mon enfance fut une période terrible. J'étais comme un navire sans ancre, emporté dans l'obscurité par la tempête. » Cette instabilité n'est pas seulement géographique, elle est émotionnelle, identitaire. Elle forge chez lui une perception du monde comme un espace mouvant, peu fiable, jamais totalement sûr. Très tôt, quelque chose interpelle. Von Vogt est un enfant solitaire, pas marginal au sens spectaculaire, mais en léger décalage permanent. Il observe plus qu'il ne participe, il intériorise et analyse, et très jeune, il développe une fascination pour les récits d'aventure et de mystère, mais aussi pour les mécanismes mentaux, la manière dont les gens pensent, raisonnent et interprètent le monde. Ce n'est pas encore de la science-fiction structurée, mais déjà une obsession, la perception n'est jamais neutre. Son parcours scolaire est irrégulier, il peine à s'inscrire dans les cadres rigides, tout en montrant une intelligence vive, parfois déroutante pour son entourage. Cette tension entre capacité intellectuelle et difficulté d'adaptation le marquera durablement. À la fin des années 1920, la situation financière de la famille se dégrade brutalement. Le krach de 1929 anéantit toute possibilité d'études supérieures. Alfred doit renoncer à l'université. Il enchaîne alors les emplois ouvrier agricole, chauffeur de camion, puis employé de bureau du recensement canadien à Ottawa. Nous sommes au début des années 1930, dans ce qu'il appellera plus tard les jours sombres de 1931 et 1932. C'est dans ce contexte de précarité, d'avenir incertain et de sentiment d'être en marge qu'il se tourne sérieusement vers l'écriture.
Il suit des cours par correspondance au Palmer Institute of Authorship, apprend à écrire avec méthode, discipline et efficacité et vend sa première histoire dès l'automne 1932. Ses premiers textes publiés n'ont encore rien de la science-fiction qui le rendra célèbre. Il écrit pour des magazines de type True Confession, des récits à la première personne, souvent anonymes, censés être le témoignage de vies bouleversées, d'existences brisées ou transformées. Il adopte des voix qui ne sont pas la sienne, parfois féminines et toujours traversées par une crise intime. Ce travail, longtemps considéré comme alimentaire, joue pourtant un rôle fondamental. Il apprend à écrire dans l'urgence, à produire du choc émotionnel et à faire basculer une situation en quelques pages. Parallèlement, il rédige des drames radiophoniques pour la station CKY, affine son sens du dialogue, du rythme et de la scène. Avant même de devenir écrivain de science-fiction, Von Vogt écrit beaucoup. Il s'essaie à la poésie, à la fiction populaire, à des récits parfois maladroits, mais déjà marqués par une chose essentielle, à savoir le refus de la narration confortable. Il ne raconte pas pour rassurer, il raconte pour explorer. Dans les années 1930, alors que la science-fiction commence à se structurer comme genre populaire, Von Vogt observe ce paysage avec attention. Les pulps regorgent d'histoires d'exploration spatiale, de héros intrépides et de technologies triomphantes. Mais lui s'intéresse moins aux fusées qu'aux conséquences mentales du changement. Que devient un individu confronté à un monde qu'il ne comprend plus et qu'est-ce qu'il se passe quand les règles implicites de la réalité cessent de fonctionner? Ces questions ne sont pas encore formulées clairement, mais elles sont là, en germe. Lorsqu'il commence à publier ses premières nouvelles de science-fiction à la fin des années 1930, on sent déjà cette étrangeté, quelque chose de légèrement dissonant. Ces récits ne ressemblent pas tout à fait à ceux de ses contemporains. Il avance par rupture, par révélation partielle et par glissement successifs. Ce style, souvent critiqué plus tard comme confus ou maladroit, est en réalité le reflet d'un esprit qui ne pense pas de manière linéaire. Et c'est précisément cette étrangeté qui va attirer l'attention d'un homme clé. Un homme qui reconnaît chez Von Vogt non pas un styliste accompli, mais un réservoir d'idées hors normes. Cet homme, c'est John W. Campbell. Et avec lui, Von Vogt va entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Une phase décisive où son étrangeté ne sera plus un problème, mais une force. Avant de poursuivre, je dois faire un point important. À partir des années 1950 et 1960, la figure de John W. Campbell devient plus controversée en raison de prises de position personnelles, notamment sur les questions raciales et eugénistes, exprimées dans certains éditoriaux et correspondances. C'est un aspect que j'ai découvert en travaillant sur cette vidéo. Je continue à évoquer Campbell ici pour son rôle déterminant dans l'histoire de la science-fiction, mais je ne partage évidemment pas ses positions. Et il est essentiel de préciser qu'elle ne se retrouve pas dans l'œuvre de Von Vogt. Son imaginaire s'inscrit dans une approche centrée sur la spéculation psychologique, épistémologique et métaphysique. Entre 1939 et 1947, Von Vogt a été l'un des contributeurs les plus prolifiques de l'Astounding, en y publiant au moins 35 récits de science-fiction, un signe de sa production dense et de sa place centrale dans l'âge d'or du genre. Lorsque John W. Campbell remarque Von Vogt, à la fin des années 30, la science-fiction américaine connaît une phase de transformation profonde. Sous la direction de Campbell, l'Astounding Science Fiction cesse progressivement d'être un simple magazine pulp pour devenir un espace de réflexion spéculative, valorisant la rigueur conceptuelle, la cohérence scientifique et l'ambition intellectuelle des récits. Campbell n'est pas un éditeur facile. Il est exigeant, interventionniste et même autoritaire. Il pousse ses auteurs à explorer des hypothèses fortes et à structurer leurs récits autour d'un noyau conceptuel clair. Mais là où beaucoup d'écrivains brillants excellent par la rigueur ou la clarté, Von Vogt apporte autre chose, une étrangeté fondamentale et une manière de raconter qui déstabilise. En juillet 1939, Von Vogt publie dans l'Astounding une nouvelle intitulée Black Destroyer. C'est un tournant. Le récit met en scène l'équipage d'un vaisseau spatial confronté à une créature extraterrestre, Curl, à la fois intelligente, manipulatrice et profondément alien. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement la menace extérieure. C'est la manière dont les personnages sous-estiment puis ne comprennent pas l'intelligence qui leur fait face. Déjà, chez Von Vogt, le danger ne vient pas uniquement de l'autre, mais de l'incapacité humaine à penser autrement. La même année, il publie Discord in Scarlet, où une autre créature extraterrestre infiltre un vaisseau humain, se reproduit, s'adapte et survit.
Ces deux récits formeront plus tard le cœur de ce qui deviendra La Faune de l'espace ou The Voyage of the Space Beagle de 1950, un roman composite construit à partir de nouvelles qui annoncent déjà une caractéristique essentielle de von Vogt, à savoir qu'il écrit par blocs et confrontations successives comme une suite d'expériences mentales. Campbell comprend très vite le potentiel de von Vogt. Il voit en lui non pas un styliste, comme je le disais plus tôt, mais un créateur de situations limites. Des récits où les certitudes humaines se brisent face à des logiques différentes, biologiques, mentales ou culturelles. En 1940, von Vogt publie Slan, d'abord sous forme de feuilleton dans l'Astounding. L'histoire met en scène des êtres mutants, dotés de capacités mentales supérieures, traqués et haïs par l'humanité. Mais Slan n'est pas un récit de persécution. C'est une réflexion sur la peur de l'altérité, sur le rejet de ce qui dépasse et sur la violence exercée contre ce que l'on ne comprend pas. Le succès est immense. Pour toute une génération de lecteurs, Slan devient un roman fondateur. Mais là encore, l'essentiel n'est pas l'intrigue, c'est le point de vue. Quelques années plus tard, en 1945, il frappe encore plus fort avec Le Monde des Nonna ou The World of Newley, publié en feuilleton dans l'Astounding. Le roman remet en cause les bases mêmes de la logique aristotélicienne, identité instable, mémoire reconstruite et langage trompeur. Chez von Vogt, la réalité n'est plus un socle fiable, elle devient une construction mentale fragile. Campbell encourage cette audace tout en tentant de contenir le chaos narratif. Il pousse von Vogt à structurer, à clarifier et à rendre publiables ces récits qui, sans ce cadre, auraient peut-être sombré dans l'abstraction pure. Mais cette tension est permanente. Von Vogt déborde sans cesse. Ses romans donnent l'impression d'avancer par à-coups, par révélations incomplètes ou par glissements successifs. Ce qui sera plus tard reproché à son style naît précisément ici, dans cette collision entre une pensée non linéaire et un cadre éditorial exigeant. Durant cette période, von Vogt devient l'un des piliers de l'Astounding. Il publie régulièrement, il influence ses contemporains et surtout, il ouvre une brèche. Une science-fiction qui ne se contente plus de projeter des futurs technologiques, mais qui interroge les mécanismes mêmes de la pensée humaine. Et pour comprendre ça, on va s'attarder sur le cycle des nonna, écrit cycle du A avec la barre qui signifie nonna. Le ouaqueteux est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Au milieu des années 1940, von Vogt franchit un seuil. Ce qu'il écrivait jusque-là, à savoir mutants traqués, créatures extraterrestres, intelligences profondément différentes, va désormais se déplacer vers un terrain encore plus instable qui est la pensée elle-même. À cette époque, von Vogt découvre les travaux d'Alfred Korzybski et de la sémantique générale, une discipline qui ne cherche pas à décrire le monde, mais à analyser comment nous en parlons et surtout comment le langage structure et limite notre manière de penser. Le principe central est simple mais profond, le mot n'est pas la chose. La carte n'est pas le territoire. Et notre logique binaire, vrai, faux, ceci, cela, est une simplification dangereuse du réel. Von Vogt y trouve un écho immédiat à ses propres intuitions. Depuis l'enfance, il vit dans un monde instable. Depuis toujours, il doute des cadres figés. La sémantique générale lui offre un outil, presque une ossature intellectuelle, pour formaliser ce malaise diffus. C'est dans ce contexte que von Vogt écrit The World of Newley, publié en 1945 sous forme de feuilleton dans Astounding Science Fiction, et connu en français sous le titre Le Monde des Nonna. La lettre A surmontée d'un trait se lit ici nonna, comme je le disais plus tôt. Le zzz est aussi un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Newley signifie non-aristotélicien, une forme de pensée qui refuse les positions rigides, les identités fixes et les conclusions définitives. Le roman met en scène un homme, Gilbert Gosein, qui découvre progressivement que son identité, sa mémoire et même sa nature biologique sont loin d'être ce qu'il croyait. Mais le monde des nonna n'est pas un simple récit à énigmes, c'est une expérience cognitive imposée au lecteur. Le récit avance par fragments, les révélations sont incomplètes, les certitudes sont constamment remises en question et le lecteur partage la désorientation du personnage, parfois jusqu'à la frustration. Cette structure chaotique n'est pas un accident, elle est intentionnelle. Von Vogt ne cherche pas seulement à raconter une histoire, il veut désapprendre au lecteur ses réflexes logiques, le forcer à accepter l'incertitude
l'incertitude et à penser autrement. Le succès est considérable, mais les réactions sont immédiatement polarisées. Certains lecteurs sont fascinés, d'autres sont profondément agacés et on lui reproche une intrigue confuse, des incohérences et une construction défaillante. Mais ces critiques passent à côté d'un point essentiel. Von Vogt ne cherche pas la cohérence classique, il cherche la déstabilisation. Le projet ne s'arrête pas là. En 1948, il publie The Bones of Newley, deuxième roman du cycle en version originale. Ici, la pensée non aristotélicienne ne concerne plus seulement l'individu et son identité, mais des systèmes entiers, des structures de pouvoir et des sociétés manipulées à grande échelle. Près de 20 ans plus tard, en 1966, Von Vogt revient à cet univers avec The Players of Newley, publié en français sous le titre Les joueurs du Nona. Il tente alors de prolonger et d'approfondir les implications de cette pensée non aristotélicienne dans un contexte où la science-fiction a profondément évolué. Von Vogt reviendra une dernière fois à l'univers du Nona avec Newley 3, publié en 1984 et traduit en français sous le titre La fin du Nona. Ce roman tardif se présente moins comme une véritable suite que comme une tentative de clôture. Von Vogt y rassemble parfois de manière imparfaite les fils épars de son cycle, cherchant à donner une forme finale à son œuvre commencée près de 40 ans plus tôt. Le contexte a changé, la science-fiction n'est plus celle de l'âge d'or et l'écriture de Von Vogt apparaît plus datée, plus rigide, parfois même désaccordée avec son époque. La fin du Nona est souvent jugée inégale, voire dispensable par certains lecteurs, mais il reste précieux à un autre titre puisqu'il montre un auteur qui refuse d'abandonner ses questions, même lorsque le monde littéraire a déjà tourné la page. Avec Newley 3, Von Vogt ne cherche pas à moderniser le Nona, il cherche à le refermer, à poser un point final sur une obsession intellectuelle qui l'aura accompagné toute sa vie. Le projet est ambitieux, parfois excessif, mais il reste fidèle à cette obsession, à savoir comment penser sans se piéger soi-même dans le langage. Durant cette période, Von Vogt s'éloigne progressivement du centre du champ de la science-fiction américaine. Le genre évolue, les attentes changent et son écriture de plus en plus conceptuelle devient difficile à classer. Et pourtant, c'est précisément cette période Newley qui fera de lui un auteur-source, un écrivain moins imité que diffusé et moins célébré qu'absorbé. Car cette idée d'une réalité instable, d'une identité construite et d'un monde filtré par la perception va irriguer silencieusement toute une partie de la science-fiction moderne. Von Vogt ne sera peut-être plus au centre de la scène, mais ces questions, elles, ne le quitteront plus. Cette œuvre, aussi influente soit-elle aux États-Unis, va connaître un destin singulier ailleurs, car en France, Von Vogt ne sera pas seulement lu, il sera interprété, traduit et parfois même réinventé. Et pour comprendre ça, il faut maintenant quitter les États-Unis et traverser l'Atlantique. Lorsque l'œuvre de Von Vogt commence à traverser l'Atlantique après la Seconde Guerre mondiale, elle ne débarque pas en terrain neutre. La France découvre alors la science-fiction américaine dans un contexte très particulier, celui de la reconstruction du traumatisme de la guerre et d'un profond questionnement sur la modernité, la science et le progrès. Et Von Vogt, avec ses récits instables, ses identités fragmentées et ses logiques défaillantes, va trouver là un écho inattendu. C'est Boris Vian. Dans les années 50, Boris Vian n'est pas seulement romancier, musicien et figure de Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, il est aussi un passeur, un traducteur passionné de science-fiction américaine, convaincu que ce genre recèle une puissance critique et philosophique encore largement sous-estimée en France. Lorsque Vian traduit Le Monde des Nonas, adaptation française de The World of Newley, il ne se contente pas d'un travail purement technique. Il interprète, il reformule, il donne au texte une fluidité, une vivacité et même parfois une ironie qui correspond à la sensibilité française de l'époque. Le résultat est frappant. En France, Von Vogt n'apparaît pas comme un auteur confus ou maladroit, mais comme un écrivain étrange, audacieux, presque avant-gardiste. Le public français découvre alors une science-fiction très différente de celle plus rationnelle, plus didactique, incarnée par d'autres figures de l'âge d'or. Chez Von Vogt, tout semble instable. Le héros lui-même doute de ce qu'il est. La réalité vacille et l'engagement. Cette réception française est essentielle car elle revalorise Von Vogt à un moment où, aux États-Unis, son style commence déjà à être critiqué pour ses failles structurelles.
En France, ces mêmes failles deviennent des qualités. Elles sont lues comme des fractures volontaires et des signes d'une pensée non classique. Mais cette histoire ne s'arrête pas à Boris Vian. Dans les années 1970, un autre acteur majeur entre en scène, c'est Jacques Sadoul. Critique, éditeur, traducteur et historien de la science-fiction, Sadoul joue un rôle central dans la constitution d'un véritable canon SF en France. C'est à cette période qu'il s'intéresse tout particulièrement à The Player of New Lay, roman publié par Von Vogt en 1966 et connu en français sous le titre Les joueurs du Nona. Ce texte est le 3e volet du cycle en version originale, mais il est longtemps perçu en France comme la suite directe du Monde des Nonas, en raison de l'absence du 2e roman anglais dans le paysage éditorial francophone. Roman plus tardif, plus complexe et souvent jugé inégal par une partie de la critique anglo-saxonne, Les joueurs du Nona aurait pu rester marginal. Pour faire simple, le 2e roman du cycle, The Pawns of New Lay, existe bien en version originale, mais il n'a jamais connu de véritable existentiel éditorial autonome en français. Ce qui a profondément influencé la manière dont le cycle a été perçu et transmis dans l'espace francophone. Sadoul choisit au contraire de le revaloriser, de le défendre et surtout de l'inscrire dans une continuité intellectuelle. Il ne le présente pas comme une simple suite tardive, mais comme une pièce essentielle d'un projet conceptuel amorcé près de 20 ans plus tôt. Il devient alors d'abord un médiateur puissant puisqu'il intègre les joueurs du Nona dans le canon francophone, participe à ses rééditions et à son accompagnement critique et contribue à structurer durablement la réception du cycle du Nona en France. Mais son influence ne s'arrête pas là. En tant qu'éditeur, il encourage Von Vogt à revenir une dernière fois à cet univers et à écrire l'ultime roman La fin du Nona ou New Lay 3. Par cette intervention directe, Sadoul ne se contente plus de transmettre l'œuvre, il en infléchit la trajectoire, donnant au cycle une forme plus complète et une clôture explicite dans le paysage littéraire francophone. Ce geste est important, il permet au public francophone de percevoir le cycle du Nona non comme une curiosité isolée, mais comme une œuvre-monde traversée par une même obsession, à savoir comment penser sans se piéger soi-même dans les limites du langage et de la logique. Grâce à ce travail éditorial, Von Vogt acquiert en France un statut singulier. Il n'est pas seulement un auteur de science-fiction, il devient une référence presque philosophique. Un écrivain qu'on discute, qu'on commente, parfois qu'on conteste, mais que l'on ne peut ignorer. Cette réception française aura une influence durable. Elle contribuera à façonner la manière dont Von Vogt sera lu, cité et transmis en Europe. Et surtout, elle préparera le terrain pour toute une génération d'auteurs et de lecteurs sensibles aux récits de réalités instables, d'identités fragmentées et de consciences troublées. Mais cette reconnaissance européenne contraste avec une autre réalité. Car pendant que Von Vogt est redécouvert, interprété et parfois célébré en France, son statut aux États-Unis devient plus ambigu. Et c'est là que commence une nouvelle phase, celle des critiques, des remises en question et de l'héritage invisible qu'il laissera à d'autres. Lorsqu'on observe l'histoire de la science-fiction avec un peu de recul, Von Vogt apparaît rarement comme un sommet isolé. Il n'est pas toujours cité en premier, il n'est pas toujours le plus lisible ni le plus immédiatement accessible. Et pourtant, il est partout. Von Vogt est un auteur de transition. C'est un point de passage, un nœud où se croisent plusieurs lignes de force de la science-fiction moderne. D'un côté, il hérite pleinement de l'âge d'or à travers le goût des idées fortes, la croyance que la science-fiction doit explorer des hypothèses radicales et cette ambition de penser l'avenir de l'humanité à grande échelle. De l'autre, il ouvre la voie à une science-fiction plus instable, plus intérieure et plus inquiète. C'est dans cet espace intermédiaire que vont se situer ses influences. Prenons d'abord Philippe K. Dick. Philippe K. Dick n'a jamais caché son intérêt pour Von Vogt. On retrouve chez lui des thèmes que Von Vogt avait déjà mis en place, la réalité comme construction fragile, l'identité instable et le doute permanent sur ce qui est vrai ou faux. Mais là où Von Vogt reste essentiellement conceptuel, Philippe K. Dick déplace ses questions sur le terrain de l'angoisse existentielle. Chez Von Vogt, la perte de repères est une expérience intellectuelle. Chez K. Dick, elle devient une souffrance intime. Von Vogt demande au lecteur de penser autrement, Philippe K. Dick demande au lecteur de ressentir le vertige.
On pourrait dire que von Vogt construit les structures et que Kadik y enferme l'humain. Cette filiation est essentielle. Sans von Vogt, la science-fiction kadickienne n'aurait probablement pas pris cette forme si puissante. Un autre auteur entre en résonance avec lui, c'est Olaf Stapledon. Stapledon et von Vogt partagent une même intuition fondamentale, à savoir que l'humanité n'est pas une finalité, elle n'est qu'une étape. Chez Stapledon, cette idée se déploie sur des millions d'années à l'échelle cosmique dans une fresque presque philosophique. Chez von Vogt, elle est vécue de manière plus immédiate, plus conflictuelle, souvent incarnée par des figures marginales ou persécutées. Stapledon contemple, von Vogt confronte, leur point commun n'est pas le style, mais le décentrement de l'humain. Vient ensuite Frank Herbert. Herbert partage avec von Vogt une obsession pour l'évolution humaine, le conditionnement, les structures de pouvoir et les systèmes idéologiques. Mais là où von Vogt reste souvent abstrait, Herbert ancre ses idées dans des sociétés complexes, des dynamiques politiques et religieuses extrêmement détaillées. On pourrait dire qu'Herbert humanise ce que von Vogt schématise. Là encore, la parenté est moins visible dans la forme que dans les fondations conceptuelles. Enfin, il faut évoquer Robert Silverberg. Silverberg appartient à une génération légèrement postérieure. Il connaît parfaitement l'œuvre de von Vogt, mais il va en dépasser l'héritage. Là où von Vogt accepte le chaos narratif, Silverberg cherche la clarté introspective. Il conserve les grandes questions, identité, mémoire, altérité, mais les fait passer par des personnages profondément incarnés, souvent mélancoliques et parfois brisés. Silverberg ne prolonge pas von Vogt, il le traduit dans un autre langage linéaire. Ce jeu d'influences croisées montre quelque chose d'important. Von Vogt n'est pas un auteur que l'on copie facilement. Il est un auteur que l'on absorbe. Son œuvre agit comme un sol instable sur lequel d'autres vont construire, parfois en le rejetant, parfois en le dépassant, mais rarement en l'ignorant totalement. Von Vogt n'est donc pas seulement une figure du passé, il est un chaînon invisible entre la science-fiction d'idées de l'âge d'or et la science-fiction de la conscience, du doute et du vertige qui suivra. Et c'est peut-être là, finalement, que réside sa place la plus juste. À partir des années 1950, puis plus nettement encore dans les décennies suivantes, la place de von Vogt dans la science-fiction américaine devient paradoxale. Son influence est indéniable, ses idées circulent, ses thèmes réapparaissent ailleurs, et pourtant, lui-même s'éloigne progressivement du centre. Les critiques se font plus insistantes. On lui reproche un style confus, des intrigues disloquées, des personnages parfois creux, presque fonctionnels, et certains vont même jusqu'à parler d'incohérence, voire de mauvaise écriture. Ces critiques ne sont pas entièrement infondées. Von Vogt n'a jamais été un styliste au sens classique. Il n'a jamais cherché la fluidité parfaite ni l'élégance formelle. Ses romans, souvent construits à partir de nouvelles assemblées, portent les traces de cette fabrication fragmentée. Mais réduire von Vogt à ses défauts, c'est passer à côté de l'essentiel. Car ce que beaucoup lui reprochent est précisément ce qui fait sa singularité. Son écriture avance par choc, par rupture et par déplacement soudain. Elle refuse la continuité rassurante. Elle met le lecteur dans une position d'instabilité permanente. Là où d'autres auteurs cherchent à guider, von Vogt désoriente. À mesure que la science-fiction évolue vers plus de sophistication littéraire, plus de psychologie et plus de cohérence romanesque, son œuvre semble appartenir à un autre temps, un temps où l'expérimentation primait sur la finition, où l'idée passait avant la forme. Il n'est pas aidé non plus par sa personnalité discrète. Von Vogt n'est pas un polémiste, il ne cultive pas le scandale. Il ne construit pas de personnages publics forts, contrairement à d'autres figures marquantes du genre. Peu à peu, il devient un auteur que l'on cite plus qu'on ne le lit, un nom que l'on connaît, un jalon historique, mais rarement une référence vivante. Et pourtant, si l'on regarde attentivement la science-fiction de la seconde moitié du XXe siècle, les questions que von Vogt posait continuent de hanter le genre. Qu'est-ce qu'une identité? Si elle peut être copiée, modifiée ou reconstruite? Que vaut la logique humaine face à des systèmes qui la dépassent? Comment penser un monde où le langage lui-même est un filtre trompeur? Ces interrogations ne disparaissent pas, elles changent simplement de voix. Elles réapparaissent chez Philippe K. Dick sous forme de paranoïa existentielle, chez Ursula K. Le Guin sous forme d'altérité culturelle et linguistique, chez Silverberg sous forme de crise intérieure, ou encore chez Herbert sous forme de conditionnement et de système de pouvoir. Von Vogt n'est pas l'auteur qui donne les réponses, il est celui qui ouvre les failles.
Son héritage est donc souterrain. Il ne se manifeste pas par des hommages directs, mais par une manière différente d'aborder le réel, la conscience et le doute. On pourrait dire que la science-fiction moderne a appris à mieux écrire ce que von Vogt a appris à penser. Et c'est peut-être pour ça qu'il reste difficile à lire aujourd'hui, parce qu'il ne correspond ni à nos attentes narratives, ni à notre besoin de cohérence immédiate. Lire von Vogt, ce n'est pas chercher une histoire parfaitement maîtrisée, c'est accepter une expérience, un déplacement ou un trouble. Et dans un genre qui parfois se contente de recycler ses propres codes, ce trouble-là reste précieux. Et pourtant, malgré les critiques, malgré la mise à distance progressive de son œuvre, von Vogt n'a jamais été oublié par ceux qui faisaient vivre la science-fiction de l'intérieur. À Los Angeles, il participe activement à la vie du milieu, donne des conférences, échange avec les auteurs et les lecteurs au sein de la Los Angeles Science Fantasy Society. Il ne s'agit pas d'un écrivain retiré et amer, mais d'une figure respectée, écoutée et consultée. Cette reconnaissance finira par devenir officielle. En 1995, von Vogt recevra le Grand Master Award de la Science Fiction and Fantasy Writers of America, l'une des plus hautes distinctions du genre. Puis il sera intronisé au Science Fiction Hall of Fame en 1996. Une reconnaissance tardive peut-être, mais révélatrice. Elle dit une chose simple, même lorsque son œuvre semblait en décalage avec son époque, le milieu savait qu'il avait déplacé quelque chose de fondamental. Enfin, au-delà des livres, les idées de von Vogt ont circulé jusque dans les médias visuels. Dans les années 1980, l'œuvre de von Vogt refait surface dans un contexte inattendu. Il engage une poursuite contre la 20th Century Fox, producteur du film Alien, le 8e passager, estimant que le scénario s'inspire largement d'un épisode de son roman La faune de l'espace. Dans ce récit, issu de la nouvelle Black Destroyer, un équipage spatial est confronté à une créature extraterrestre intelligente, meurtrière, infiltrée à bord du vaisseau et éliminant progressivement ses membres. Une parenté difficile à ignorer. La procédure sera finalement réglée à l'amiable, sans reconnaissance officielle de plagiat, mais avec un accord financier hors tribunal. La faune de l'espace, ou The Voyage of the Space Beagle de 1950, a également été souvent citée comme une source d'inspiration possible pour l'imaginaire de la science-fiction télévisée, notamment Star Trek. Le roman décrit en effet l'épopée d'un astronef scientifique dont la mission est l'exploration de l'univers et la rencontre de civilisations extraterrestres, non pour les conquérir, mais pour les comprendre. Si aucune filiation officielle n'a jamais été établie, l'œuvre de von Vogt a incontestablement contribué à fixer certains des grands archétypes de la science-fiction moderne. Plusieurs de ces récits ont inspiré ou ont été liés à des épisodes de séries de science-fiction comme Tales of Tomorrow, Night Gallery, Welcome to Paradox ou The Outer Limits, où l'on voit son influence narrative persister à l'écran jusque dans les années 1990, même si ses crédits ne sont pas toujours pleinement reconnus dans les génériques. Cette présence indirecte dans des adaptations télévisuelles souligne une réalité paradoxale, à savoir que, alors que von Vogt pouvait être mis à l'écart dans les cercles littéraires, ses idées continuaient à se frayer un chemin dans l'imaginaire collectif au-delà des frontières du papier. Von Vogt n'est pas un auteur que l'on apprivoise facilement. Il n'offre pas de prise immédiate, il ne rassure pas et il ne guide pas. Lire von Vogt, c'est accepter de ne pas tout comprendre, de perdre ses repères, d'avancer dans un récit où les certitudes se dérobent sans prévenir. Et c'est peut-être précisément pour ça qu'il reste si difficile à classer. Von Vogt appartient à une science-fiction qui ne cherche pas seulement à imaginer des mondes futurs, mais à interroger les outils mêmes avec lesquels nous pensons le monde. Le langage, la logique et l'identité. Il n'écrit pas pour prédire, il écrit pour déstabiliser. Son œuvre est traversée par une intuition profonde qui est que ce que nous appelons réalité n'est jamais donné tel quel. Elle est filtrée, reconstruite et interprétée. Cette intuition, née très tôt dans une vie marquée par l'instabilité, le déplacement et le décalage, traverse toute son œuvre, des premières confrontations avec l'altérité jusqu'aux expériences les plus fortes de la période Nullei. Von Vogt n'a jamais été un styliste irréprochable. Il n'a jamais cherché à polir ses récits pour les rendre confortables.
Il a préféré conserver les aspérités, les fractures et les zones d'ombre. Et ces zones d'ombre sont essentielles, car elles laissent la place au lecteur. Elles l'obligent à participer, à combler les vides, à questionner ce qu'il croit évident. C'est peut-être pour ça que son héritage est si diffus. On ne retrouve pas Van Vogt dans des citations emblématiques ou des hommages explicites. On le retrouve dans une attitude, une manière de douter, une façon d'accepter que la pensée elle-même soit un terrain instable. La science-fiction contemporaine parle volontiers de réalité simulée, d'identités multiples et de conscience artificielle. Mais bien avant que ces thèmes ne deviennent familiers, Van Vogt en avait déjà exploré les implications les plus troublantes. Il ne proposait pas des réponses, mais il ouvrait des brèches. Alors pourquoi le lire aujourd'hui ? Eh bien peut-être pas pour le plaisir narratif immédiat, peut-être pas pour la beauté du style, mais pour l'expérience. Parce que lire Van Vogt, c'est accepter une science-fiction qui ne flatte pas, qui ne simplifie pas et qui ne réduit pas le réel à une mécanique rassurante. C'est accepter l'idée que la pensée humaine, aussi brillante soit-elle, reste un outil imparfait et que c'est précisément dans cette imperfection que se cache la possibilité d'évoluer. Van Vogt n'était pas un visionnaire au sens spectaculaire, il était un déplaceur, un écrivain qui ne nous disait pas où aller, mais qui nous obligeait à regarder autrement. Et c'est peut-être là finalement la fonction la plus précieuse de la science-fiction. C'est tout pour Sonic Explorer, merci de l'avoir regardé jusque-là. Si cette vidéo t'a plu, tu peux m'aider, il te suffit de t'abonner, d'activer la cloche, mais tu peux aussi liker cette vidéo, la partager et la commenter. C'est facile et c'est gratuit. La prochaine vidéo est en cours de réalisation, je te dis donc à bientôt. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?